Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette webconférence organisée par VK en partenariat avec l'ENRED et consacrée à l'amélioration de la distribution des aides sociales par les collectivités. Collectivités, on entend ici les départements et les communes via les CCAS et les CIAS. Partenariat également avec l'ACTAS, Association des cadres territoriaux de l'action sociale, qui est le nouveau nom de l'ANCAS depuis son congrès de juin dernier. On en reparlera tout à l'heure avec un des intervenants. Donc tout d'abord, sur l'intitulé de cette webconférence, doit-on parler de distribution ou d'attribution des aides sociales? Je sais, on en a discuté avec les intervenants, c'est vrai que la terminologie est importante. Nous avions choisi le terme de distribution, qui peut se justifier par certains côtés, mais c'est vrai qu'on peut préférer attribution. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais les différents intervenants reviendront dessus sans aucun doute. C'est vrai que c'était un des éléments importants de notre préparation, si je puis dire. Et pareil, effectivement, on parle d'aide sociale, mais on parle aussi par moment d'allocation, de prestations. On verra si effectivement il s'agit juste de synonymes ou parfois si on parle de choses différentes. C'est vrai que dans ce secteur, tous les termes ont leur importance. Autre chose aussi qu'on va beaucoup voir, on va avoir beaucoup d'acronymes. Alors, de temps en temps, on va les dérouler, mais de temps en temps, on ne pourra pas toujours le faire. Les documents qu'on aura par la suite nous aideront, mais c'est vrai que le secteur social, médico-social, est très, très riche en acronymes. Donc, on essaiera de le réduire au maximum pour quand même que nos échanges soient le plus intelligibles possible. Donc, sur le thème de cette webconférence, je voulais juste signaler qu'un exemple récent dans l'actualité, qui est le plan pauvreté, qui a été annoncé le 13 septembre dernier par Emmanuel Macron, montre une fois de plus le rôle central joué par les collectivités, donc toujours départements et CCAS. Donc le plan parle finalement peu, on a parlé un petit peu des départements, mais effectivement on a toujours l'impression que c'est des initiatives de l'État, mais on oublie bien souvent de dire que c'est des politiques mises en place par les collectivités, voire même en partie décidées par elles. Donc c'est toujours bien de le redire. Et dans les mesures même annoncées au niveau gouvernemental, beaucoup de choses sont en réalité mises en place par les départements et les CCAS. Donc, ça souligne une fois de plus l'importance de ces aides sociales, donc globalement dans les politiques sociales mises en place, et importance évidemment tout d'abord par rapport au public, à la diversité des publics en difficulté. Donc, aide sociale, on va revenir dessus mais dans le détail, mais juste en un mot de dire, ça se sépare en deux grandes familles, les aides sociales obligatoires et les aides sociales facultatives. Donc, les premières, surtout les départements, et les secondes, surtout du ressort des CCAS. Comme je vous dis, on va rentrer dans le détail, donc je n'en dis pas plus. L'angle aussi de notre conférence, c'est donc la distribution ou l'attribution, on va revenir dessus, des aides sociales, et l'amélioration de son efficacité. Donc pareil, le terme peut, c'est pas choquer, mais bon, interroger. Donc ça, ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus et on ne cachera aucun débat. Mais c'est vrai qu'il y a un constat qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on est dans un contexte de très fortes contraintes financières et budgétaires. C'est pas nouveau, ça fait pas mal d'années. Ça s'installe, on peut craindre que ça dure encore un certain temps. Et au même moment, la demande sociale est toujours de plus en plus importante. Donc avec ces deux données, c'est évident que ces attributions doivent si ce n'est s'améliorer, mais doivent se modifier. La notion d'accompagnement doit aussi évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on a posé comme ça l'intitulé de notre webconférence. Ce contexte est quand même très important et conditionne beaucoup ces aspects. Je suis long, ça c'était prévisible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite présenter nos trois intervenants. Donc, tout d'abord, Nadia Benayed, qui est avocate au cabinet Seban et Associés, et qui, au sein de ce cabinet, est directrice du secteur action sanitaire et sociale, et également du secteur ESS. Ouais, ça commence les acronymes. ESS, économie sociale et solidaire. Donc, ce que vous allez faire, c'est vraiment nous présenter le cadre juridique, donc essentiellement entre les aides sociales obligatoires et facultatives. Dans un second temps, nous aurons deux retours d'expérience, donc d'un CCAS et d'un département. Donc tout d'abord, Laurent Ouareau, vous êtes directeur général des services du CCAS de Nevers, une ville de 35 000 habitants de la Nièvre, et vous êtes aussi délégué régional Bourgogne-Franche-Comté de l'ACTAS, dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être
Juste un mot sur Laurent Waro, sur l'ACTAS. Alors tout à fait, effectivement, l'ACTAS, le nouveau nom, donc l'Association des cadres territoriaux de l'action sociale, qui prend la place de l'Association nationale des cadres communaux de l'action sociale. Vous avez évoqué donc, ce monde de changement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous nous sommes bien obligés et nous nous sommes rendus compte qu'il nous fallait évoluer, nous ouvrir au titre des autres professionnels de l'action sociale sur l'échelon territorial, les départements, donc ma collègue ici présente par exemple qui est concernée. On voit bien aussi qu'il y a beaucoup de métropoles, d'agglomérations, d'intercommunalités qui gèrent aujourd'hui une compétence sociale. Et donc il faut bien que nous puissions tous se comprendre, et effectivement parler le même langage et autour de la personne accompagnée. Donc un champ plus large que l'ex-ANCAS. Tout à fait. Donc, comme je disais, DGS du CCAS de Nevers, c'est votre 4e CCAS, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Expérience dans des CCAS de tailles différentes. Oui. Donc, c'est vrai que dans votre présentation, ça sera un aspect intéressant parce que les problématiques ne sont pas toujours les mêmes et les moyens également pas les mêmes. Et dans les 4, je crois qu'il y en a un à La Réunion, donc je pense avec des problématiques sociales bien particulières. Et je ne sais pas si on aura le temps, mais si peut-être un mot, ça serait quand même intéressant. Donc, autre retour d'expérience avec Chantal Brun, vous êtes directrice du territoire Voironnais-Chartreuse au département de l'Isère. Donc, comme tous les départements, vous êtes découpés en territoires, en circonscriptions territoriales, et il y en a 13 sur les départements de l'Isère. Alors, donc, je me permets, c'est pas tout à fait des circonscriptions, puisqu'en fait, les territoires de l'Isère, au-delà de faire de l'action sociale, font aussi de l'aménagement du territoire par le biais des services. Oui, tout à fait. Toutes les politiques départementales. Voilà, toutes les politiques qui sont représentées dans les territoires, quasi toutes. D'accord. Voilà. Et autre aspect aussi intéressant, c'est que dans votre expérience professionnelle, vous avez aussi travaillé dans plusieurs CCAS, donc vous étiez directrice. Donc, fameuse passerelle entre départements et CCAS peut exister. Vous en êtes une illustration. Et ça sera effectivement retour d'expérience sur l'évolution des modes d'attribution. Je fais attention aux termes que j'emploie depuis 2 ans, mais je ne rentre pas dans le détail. Ça, quand vous aurez la parole tout à l'heure, vous pourrez le présenter. Je préfère tout de suite donner la parole tout de suite à Nadia Benayed, donc pour démarrer, de savoir de quoi on parle exactement. Bonjour à tous, merci. Alors effectivement, avant d'aborder le cadre juridique la distribution entre guillemets des aides sociales, je vais rebondir sur vos propos liminaires. En fait, de quoi on parle lorsque on parle d'aide sociale. Alors, il n'existe pas de définition juridique de la notion d'aide sociale. En réalité, on retrouve dans les textes autant la notion d'aide sociale que de prestation, mais aussi de prestation d'aide sociale. On retrouve ces trois expressions ou termes. Donc voilà, c'est un élément à avoir en tête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut raisonner en termes de dichotomie, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les aides sociales obligatoires et de l'autre côté les aides sociales facultatives, qu'on appelle plus communément les prestations. Voilà. Donc c'est important parce que ces 2 catégories d'aides vont vont impliquer des acteurs différents. Et là, je rebondis effectivement sur le terme de distribution, qui pourrait effectivement être connoté ou mal compris. On comprend pourquoi il a été choisi, parce qu'il est plutôt aisé. Mais en réalité, il ne recouvre pas une réalité juridique. Si on voulait être plus rigoureux d'un point de vue juridique, on emploierait davantage le terme d'accorder. En fait, une autorité accorde une aide, ou elle va allouer une aide sociale. Et attribution, ça fonctionne ou pas? Bien sûr. Oui. Bien sûr, mais encore une fois, l'intérêt du terme de distribution, c'est effectivement ce qu'on voit que certains acteurs vont pouvoir intervenir dans le processus d'allocation de l'aide sociale, alors même qu'ils ne sont pas les autorités juridiques qui ont la compétence pour attribuer cette aide sociale. Voilà. Et pour autant, il y a un intérêt, on va dire, d'introduire ces éléments, parce qu'on va voir que
il y a une interaction en fait entre les différents acteurs et qui a un rôle éminent dans l'efficacité et l'amélioration de l'attribution des aides sociales. Donc, en ce qui concerne ensuite le cadre. Est-ce que vous me permettez de vous interrompre juste un instant? Comme je sais que Laurent Waro, on a discuté, a pas mal réagi là-dessus, avant de démarrer peut-être sur effectivement ces différences entre distribution et attribution. Oui, alors c'est vrai que le mot distribution peut laisser un peu songeur et en tout cas pour nous, ce qui nous concerne nous en CCS, c'est peut-être un peu connoté. On a plutôt tendance à évoquer le terme d'attribution ou d'octroi et l'aide en tant que telle dans son cheminement, on va dire, est versée, voilà, accordée, attribuée, octroyée et ensuite elle est versée. Voilà. C'est plus des éléments de langage, mais il faut toujours se souvenir des mots tels qu'ils ont été choisis au départ lorsque le mot allocation a été créé. Il faut se remettre dans ce contexte-là. C'est toujours important, on dit pas de débat sémantique, mais il faut revenir dans le contexte. C'est toujours intéressant parce que ça veut dire des choses. Un mot à la place d'un autre, voilà, il n'y a pas de critique particulière, mais nous, en tout cas en CCS, on a plutôt tendance à parler d'attribution. Ok. Nadia Benaïa, je vous redonne la parole donc sur la présentation de ces aides. Alors, l'objectif, c'est pas de faire les choses dans le temps que l'on a, c'est vraiment de présenter les trois acteurs majeurs, trois collectivités, trois acteurs majeurs en fait sur les territoires qui interviennent en matière d'aide sociale, donc à savoir le département, les communes et les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Alors, le département, donc vous savez tous qu'il détient une compétence de droit commun en matière d'aide sociale. Il y a effectivement la collectivité territoriale qui est chef de file en matière d'action sociale, de développement social et à la contribution à la résorption de la précarité énergétique et à l'autonomie des personnes. Alors, bon, effectivement, la notion de chef de file, je ne vais pas revenir, je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est la collectivité territoriale on va dire, qui a une compétence de droit commun en matière de prestations légales d'aide sociale. Donc les aides obligatoires sont à la charge, les aides sociales obligatoires sont principalement à la charge du département. Et à cet effet, donc, le département va élaborer, c'est CASF qui le prévoit, un règlement départemental d'aide sociale qui définit donc, les règles selon lesquelles ces aides sont accordées, sachant qu'il a la possibilité d'aller plus loin que le texte, donc d'être plus favorable que le texte. Et donc, s'il prévoit des règles plus favorables au sein du règlement, ces règles lui sont imposées, c'est-à-dire qu'il doit obligatoirement s'y tenir et prévoir les moyens financiers. Alors, le but ici... A contrario, ça veut dire pas des aides moins favorables. Bien évidemment, il ne peut pas déroger à la loi. Voilà. Il ne peut pas, effectivement, prévoir des aides moins favorables en tout cas, des conditions d'attribution moins favorables que les textes. Effectivement, parfois, on a pu le voir dans certains... parfois, les collectivités, enfin les départements, peuvent avoir une certaine interprétation de certains critères d'attribution qui ont un impact budgétaire. Et effectivement, là, voilà, il peut y avoir un débat, mais effectivement, ils ne peuvent pas aller en deçà des textes. Alors, le but ici, c'est pas de faire une liste de toutes les aides sociales, parce que la liste serait très longue. Et en plus, beaucoup d'acronymes qu'il faudrait en plus dérouler. C'est ça. Mais en tous les cas, l'idée à retenir, c'est qu'il y a effectivement des aides sociales qui sont accordées au soutien de différentes politiques publiques, que ce soit en matière de protection de l'enfance ou, par exemple, en matière d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, du handicap. Alors, la commune. La commune. Alors, la commune, elle continue à disposer d'une clause de compétence générale, contrairement à la région et contrairement au département. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a
un intérêt public local, elle est censée pouvoir intervenir en matière d'aide sociale. Voilà. Elle peut également intervenir sur le fondement d'une délégation de compétences du département. Voilà. Le maire détient également plusieurs attributions en propre, des attributions qui lui sont spécifiques en matière d'aide sociale, notamment le pouvoir d'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes âgées et handicapées. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que la commune, en fait, elle est un maillon essentiel de la mise en œuvre de l'aide sociale au travers des CCAS et des CAS qu'elle dispose sur son territoire. Alors, un maillon essentiel de la mise en œuvre de l'aide sociale. Pourquoi? Parce qu'elle va participer en fait à l'instruction des demandes de prestations légales d'aide sociale, notamment via les CCAS, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, elle va pouvoir participer à l'instruction des aides qui sont allouées, qui sont accordées notamment par le département. Mais le CCAS va intervenir dans l'instruction. Et c'est une mission qui est prévue par le Code de l'action sociale et des familles. Donc, le CCAS transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité, dont le département, et l'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation indépendamment de l'appréciation du bien fondé de la demande. Et c'est là, en fait, où on fait le lien avec les CCAS. Merci. C'est là où on fait le lien avec les CCAS, c'est-à-dire que les CCAS, les CAS, ont un rôle en matière d'instruction des demandes d'aide obligatoire, mais ils ont également un rôle très important en matière d'aide facultative, ou ce qu'on appelle les prestations d'aide sociale. Alors, à ce titre, le Code de l'action sociale et des familles prévoit que les CCAS-CIAS ont notamment pour mission d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Et cela s'effectue sur la base d'une observation et une analyse des besoins sociaux sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fonction de cette analyse, le CCAS ou le CAS va pouvoir élaborer plusieurs types de prestations pour pouvoir répondre aux besoins de son territoire. Alors, quelle forme d'intervention? Alors, il est possible, comme d'ailleurs pour le département, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il est possible pour cet établissement public de créer ou de gérer en services non personnalisés des établissements publics et des services sociaux et médico-sociaux. Alors là, je pense à des EHPAD, des établissements de protection en matière de l'enfance, etc. Voilà. Ce n'est pas le sujet qui nous concerne aujourd'hui directement, mais il n'empêche que c'est un mode d'action, c'est un mode d'intervention du champ social. Alors, surtout, ce qui nous intéresse, c'est que le Code prévoit que les CCAS, je dis CCAS et pas uniquement CAS pour aller plus vite, peuvent intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables, de prestations en nature ou en espèces. Voilà. Le Code de l'action sociale et de famille se contente, voilà, de manière présentée en fait de façon extrêmement générique, le mode d'intervention des CCAS, c'est-à-dire qu'il suffit que ce soit des prestations qui soient remboursables ou non remboursables, soit en nature ou en espèces, sachant qu'elles interviennent à titre subsidiaire, c'est-à-dire qu'il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de dispositif d'aide sociale obligatoire qui puisse répondre en fait à la personne qui est en situation de besoin, pour ensuite mettre en place, pour ensuite voir s'il est possible de mettre en place ce dispositif. Donc l'idée qu'il faut retenir en substance, c'est que le cadre juridique, en fait, il est relativement souple. Il permet une grande marge de manœuvre des conseils d'administration des CCAS, puisque en fait, le cadre juridique permet vraiment de créer différents types de prestations au regard de ses priorités et de ses besoins territoriaux. Et justement, de pouvoir les articuler avec l'aide sociale, différents types d'aide sociale obligatoires. Merci beaucoup pour ce cadre. Hop. Alors rapidement, excusez-moi, je vous coupais avant la fin. Rapidement. Alors, juste d'un point de vue strictement légal, il est tout à fait possible pour un conseil d'administration de prévoir ou pas des critères d'attribution ou d'éligibilité à une prestation. Donc, il n'y a aucune obligation légale de définir des critères
les conditions d'attribution. Il est même possible de prévoir un système mixte, à savoir une aide ponctuelle ou des dispositifs d'aide qui sont conditionnés. Donc, les critères sont effectivement librement définis par le conseil d'administration du CCAS et par définition, ils doivent avoir une cohérence au regard de la prestation et surtout, ils ont pour fonction d'identifier si l'usager n'est pas éligible à une autre aide légale. Par exemple, en fonction de l'âge, il va être possible d'orienter un usager vers un dispositif d'aide sociale obligatoire. Alors, il y a différents types de critères sur lesquels je ne vais pas revenir. Parce que, oui, surtout voilà. Qu'il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Donc, je finis alors avec ma dernière slide. Donc, c'est possible de revenir un petit peu. Voilà. De même qu'en fait, il est possible de formaliser ou pas les critères d'attribution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une délibération. Il est possible de prendre un règlement d'aide sociale, de prendre des délibérations par type de dispositif ou bien de ne prendre aucun document. Sachant que si il y a une délibération qui est prise à cet effet, il faut quand même respecter, on va dire, deux grands principes, à savoir la compétence du conseil du CCAS, la compétence, c'est-à-dire son objet social, mais aussi ses limites territoriales, et également faire attention à préserver le principe d'égalité devant le service public. Voilà. Merci beaucoup. Désolé de vous mettre un petit peu la pression, mais c'est vrai que c'est toujours la course un petit peu avec le temps. Avant de donner la parole à Laurent Waro, on va vous poser une première question pour laquelle on vous laisse le temps de répondre, évidemment. Ça s'affiche à l'écran et on verra les résultats et on les commentera avec les différents intervenants. Je continue? Vous pouvez la lire. Oui, c'est vrai que vous la voyez, mais autant vous la lire également. Je suis un peu fainéant. Quels sont les publics prioritaires de vos budgets d'action sociale et d'action sociale facultative? Donc, on vous donne cinq possibilités de réponse. Tout d'abord, les personnes âgées, les personnes en difficulté sociale, les jeunes, les personnes en situation de handicap et l'enfance et famille. Donc, on vous laisse répondre et on reviendra tout à l'heure sur le résultat et le commentaire qu'on peut en faire. Juste avant de donner la parole à Laurent Waro, j'étais un peu trop vite, j'ai oublié de vous préciser une chose, parce qu'on est quand même sur une webconférence et une part d'interactivité, donc sur la façon de poser des questions. Alors, certains, je pense, n'ont pas besoin que je leur précise, mais ils ont déjà posé leurs questions, mais pour les autres, c'est bien quand même de vous le préciser, que vous avez à la droite de votre écran une fenêtre questions, et que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser, à nous poser questions. Les questions, effectivement, on pourra, durant les interventions, des fois, moi, je pourrais les citer, ça pourra compléter les interventions des uns et des autres, mais également, après les différentes interventions, on pourra également y revenir. Donc, voilà, je voulais juste vous préciser ça. Je donne tout de suite la parole à Laurent Waro, qui va sûrement déjà réagir et compléter un peu ce qu'a pu nous dire Nadia Benayel. Et notamment, vous l'avez dit rapidement, mais c'est vrai que c'est la grande diversité des modes d'attribution des aides. Et c'est vrai que par l'exemple concret d'un CCS, vous allez nous en parler. Et c'est vrai que par rapport à la diversité des publics que vous pouvez avoir ou des moments de vie particuliers. Donc, on voit qu'il y a une palette assez complète. Oui, tout à fait. C'est la particularité même du Centre communal d'action sociale, du Centre intercommunal d'action sociale, le CIS. Merci pour cette présentation très panoramique du cadre juridique qui s'impose à nous, alors département d'un côté et CCS pour le cas d'aujourd'hui. C'est d'autant plus important que, justement, on se rend bien compte au niveau donc, des CCS que la particularité et la spécialité du CCS réside dans cette, ce cadre général qui nous est donné par les textes. Et à l'intérieur de ce cadre, il est possible de faire énormément de choses. Et cela signifie qu'on peut effectivement intervenir sur beaucoup de problématiques sociales ou de difficultés sociales sous différentes formes et en plus à l'intention de quasiment toutes les personnes que l'on peut être amené à rencontrer. Alors,
je ne vais pas refaire la dimension juridique par rapport à ce qu'a dit Maître Daniel. On a bien une vocation discrétionnaire de l'aide sociale facultative en CCS, parce qu'on peut très bien avoir un CCS ou un autre qui met en place une aide sociale facultative et l'autre qui n'en met absolument pas. Il n'y a pas d'obligation pour un maire, président de CCS, de mettre en place un programme d'intervention d'aide sociale facultative. Les spécialités et l'égalité ont été évoquées, je ne reviens pas dessus. D'une manière générale, donc, et là c'est plus ma casquette de délégué régional qui s'exprime, la quasi-totalité des CCS de France et des CIS de France ont mis en place et fait délibérer leur conseil d'administration sur un cadre d'intervention, on va dire normalisé, avec des modalités quand même. Beaucoup de similitudes entre les CCS. Ouais. Alors, beaucoup de similitudes, c'est normal, puisque on se rend bien compte qu'il s'agit aussi de pouvoir protéger nos autorités dans le cadre de cette intervention. Quand on parle d'égalité de traitement à situation manifestement comparable, c'est ce que vous relevez quand vous expliquiez la partie juridique là-dessus, c'est qu'il y a une sorte de contradiction. Il y a quand même le Conseil d'État qui dit ah non, à situation comparable, vous devez pouvoir prouver que vous avez traité de manière égale, équitable, les demandes. Donc ça veut bien dire qu'on doit quand même se doter d'un cadre d'intervention. En tout cas, la majorité des CCS de France l'ont fait, et c'est pour ça que ça permet aussi, comme ça poursuit comme but, d'être plus lisible, mais ça poursuit comme but de protéger l'autorité dans le cadre de cette décision d'octroi d'attribution des aides sociales facultatives que l'on peut mettre en place. Ça va pour les décisions individuelles qu'on peut être amené à prendre. Petite précision par rapport à ce cas, pour compléter ce que disait M. Daniel, on a au CCS différentes formes d'attribution, différentes instances d'attribution. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Donc une commission permanente ou d'urgence, ça dépend des CCS, comme on appelle ça. C'est une commission restreinte qui comprend certains membres du conseil d'administration et bien sûr généralement le ou la vice-président, parce que le président n'est pas toujours présent, avec le directeur ou le responsable du CCS et ou un agent de prévention sociale accompagné d'autres membres du conseil d'administration. Ça peut être une coordination locale, une commission locale de coordination financière qui est en lien avec le département, qui est en lien avec la CAF, qui peut être en lien avec d'autres opérateurs du territoire pour améliorer la concertation autour de l'accompagnement des personnes que l'on peut être amené à aider et à suivre. Ou ça peut être directement le conseil d'administration. J'ai connu les différents cas de figure, vous en parliez dans cette expérience, donc ce n'est pas un mais 3 CCS de la Réunion dans lesquels j'ai eu la chance de travailler. Et il arrivait parfois que ce soit directement le conseil d'administration qui statue sur un certain nombre de demandes. Alors bien sûr, les demandes quotidiennes d'urgence, aide alimentaire, etc. sont traitées directement, je veux dire, sur le terrain. Il faut être clair, il faut aussi pouvoir conserver cette réactivité que nous permet le texte par rapport au CCS. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Donc plusieurs formes possibles, là c'est pareil, je vais dérouler très vite, donc des prestations, des secours, qu'ils soient en espèces ou pas, des actions spécifiques ou ciblées, isolées ou multiples, donc individuelles ou collectives selon les cas de figure, remboursables ou non, alors c'est un peu désuet aujourd'hui, remboursable il y en a de moins en moins, moi j'ai eu un percepteur qui m'a dit une fois, CCS c'est pas là pour faire la banque, bon, oui c'est vrai, mais bon ça existe, voilà, les textes permettent que ça puisse se faire, bon ça nécessite une gestion particulière derrière, attention. Mais dans votre CCS, vous ne le pratiquez plus au jour d'aujourd'hui? C'est en voie d'extinction, il faut être clair là-dessus. C'est que le problème, c'est qu'à un moment donné, ça permet de. Enfin, on arrive sur des choses qui sont un peu compliquées à gérer. Ça m'est arrivé sur des expériences antérieures de gérer des admissions en non-valeur sur des prêts remboursables qui dataient de moins de 10 ans. Donc, à un moment donné, il faut bien éteindre la dette, il ne faut pas faire autrement. Bon, c'est très rare, mais ça arrive, mais ça génère toujours du travail administratif. Ponctuel ou durable, et bien sûr, elle l'a évoqué, donc en créant des établissements de services dédiés. Voilà, ça prend différentes formes. Les champs sont quasi infinis. Les plus fréquents qui sont constatés, donc l'alimentation, l'aide alimentaire, on va même dire que cette saison, c'est aussi lié au contexte actuel depuis quelques années. Le logement et l'habitat, parce que la dépense logement et la dépense habitat pèsent de plus en plus lourd dans le budget des familles. L'insertion sociale et professionnelle, on voit bien aussi là-dessus l'importance que ce champ-là prend, toujours en partenariat donc, avec le département, avec le Pôle emploi, avec les missions locales pour les jeunes, etc. Dans logement et habitat, vous incluez l'énergie, les aides à l'énergie? Logement et habitat, j'inclus effectivement l'aide à l'énergie parce que sinon ça faisait une ligne de plus et je ne casais plus dans c'était une présentation. J'aurais pu mettre une virgule, je vous dirais. Mais, énergie, oui, très important parce que les dépenses d'énergie, on se rend compte qu'elles pèsent
de plus en plus lourd aussi. Et bien sûr, les frais de santé et la prise en charge des obsèques, des frais d'obsèques, notamment pour la compétence qui nous incombe, qui incombe à la ville, mais qui est souvent déléguée et pratiquée par le CCS, c'est les frais d'inhumation, la prise en charge des frais d'inhumation des personnes à faibles ressources. On va dire indigentes, c'est un mot d'un autre temps, mais voilà, donc un petit peu le panorama des champs. Pour ce qui est du CCS de Nevers en particulier, mais pas seulement. Je me permets de vous interrompre parce qu'on a les résultats de notre petit sondage et ça illustre bien ce que vous disiez à l'instant. Ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même l'ampleur du chiffre dans les différents types de publics. Hein. C'est quand même les personnes en difficulté sociale qui arrivent bien en tête. Ce n'est pas une surprise pour vous, j'imagine. C'est 87%. C'est quand même l'ampleur du chiffre. Arrivent en seconde position les personnes âgées, 67%. Après, personnes en situation de handicap, 39. Enfants et familles, 39 également. Et jeunes, 29. Voilà, c'est juste un indicateur, un moment T. Mais je ne sais pas si le 87, vous le trouvez, c'est pas une surprise, mais quand même l'importance du chiffre. C'est pas une surprise, mais là, je pense que peut-être la façon dont la question était posée ne permettait pas de combiner parce qu'on a des statuts cumulatifs des fois. Bien sûr. Alors, des personnes âgées qui sont en difficulté sociale ou des jeunes qui sont en difficulté sociale ou des personnes âgées qui sont en situation de handicap et en difficulté sociale. Bon, alors je pense que nos web spectateurs ont dû avoir un peu c'était pas possible de cumuler. Un peu de difficulté vous avez raison. à positionner leur réponse. Ouais. Mais oui, voilà, ça se passe dans le commentaire. Il faut aussi qu'on arrête de se cacher à son petit doigt. On a clairement la traduction de ce qu'on peut retrouver au sein des territoires et le CCS, du fait qu'il est le premier échelon territorial sur le terrain, entre guillemets, par son intervention, et à cette situation. L'abondement aux différents fonds, donc le fonds social logement, fonds solidaire de logement, pardon, les FDAGE, donc fonds d'aide aux jeunes, les missions locales, les financements du handicap, etc. Par les départements, justement, le FSL et FAGE. Exactement. Voilà, on est en plein acronyme. Qui sont gérés par les départements, effectivement. Et bien sûr, des partenariats, des concours, des soutiens aux associations, tissus associatifs locales. C'est en lien aussi avec la composition du conseil d'administration d'un CCS. Les destinataires des aides et des secours, alors pour nous à Nevers, parce que ce n'est pas le cas partout, attention, il faut le dire, grosso modo, on résume toute personne majeure en situation de précarité résidant à Nevers. Voilà, il faut être clair. Généralement, c'est à peu près ce qu'on prend partout. Après, il y a des conditions de ressources, des conditions de composition familiale. La condition de résidence, c'est logique, je mets résident Nevers, c'est normal, c'est la spécialité territoriale, parce que le CCS ne peut intervenir que pour les résidents de la commune directement. Les besoins couverts, donc c'est tous ceux que j'ai évoqués précédemment et qui sont combinés avec l'énergie et les fluides. Et par exemple, des nouveautés un petit peu notables qu'on peut avoir sur Nevers, la réparation de véhicules dans le cadre d'une démarche d'insertion professionnelle en partenariat avec un garage solidaire. Par exemple, l'accès à Internet avec la recherche d'emploi, logement et formation, c'est-à-dire qu'on permet donc à des personnes de pouvoir prendre le premier forfait, donc Internet, soit une box, soit sur un forfait téléphonique mobile, ou alors l'intégration aussi des aides du programme de réussite éducative qui est porté par CCS, qu'on intègre directement dans le cadre d'intervention des aides sociales facultatives, ce qui permet de mieux combiner, en tout cas, l'intervention dans le cadre du PRE. Et aussi, bien sûr, ça c'est une nouveauté qu'on a mise en place l'année dernière. PRE, plan de réussite éducative. Programme de réussite éducative, tout à fait, oui, c'est ça. Et les aides aux personnes migrantes, puisque nous avons sur Nevers une situation qui le nécessite. Là, justement, parler quand même de beaucoup de choses similaires d'un CCAS à l'autre. En plaide aux personnes migrantes, est-ce que ça se pratique dans tous les CCAS? Non, la réponse est non. Je vous pose une question j'avais une petite idée de la réponse. Oui. C'est vraiment local, voilà. C'est vraiment un choix du conseil d'administration, c'est vraiment un choix local d'intervenir ou de ne pas intervenir, ou sous une forme ou sous une autre, parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'il y a des CCS qui, parce qu'ils n'interviennent pas, qu'il n'y a pas une aide quand même. Alors, ils peuvent intervenir en aidant une association qui intervient pour les personnes migrantes. Donc, indirectement, il y a aussi une intervention. Nous, au CCS, on intervient directement sur certaines parties, mais on s'adosse, on s'est adossé effectivement le soutien d'un ensemble d'associations du territoire qui connaissent beaucoup mieux ces populations que nous et qui sont plus à même de les comprendre, de les accompagner, de les aider plus efficacement qu'on ne pourrait le faire. Ouais. Peut-être voir les différents modes d'attribution, surtout qu'il y en a pas mal. Exactement. Alors, on l'a dit tout à l'heure, donc âge et lieu de résidence, les conditions de ressources, situation sociale, c'est ce que j'évoquais. Le principe de subsidiarité, donc qu'a évoqué Maître Nayeb également, c'est-à-dire que nous intervenons
normalement lorsque tous les dispositifs de droit commun ont été épuisés. Et les modes d'attribution, c'est ce que j'avais mis plutôt que distribution, mais là c'est le directeur CCS qui parle et c'est l'ACTAS qui parle. Les secours en mandat, donc, qui sont à retirer très pratiquement donc, au trésor public du coin, quand il en existe encore, parce que certains endroits, malheureusement, il y a une concentration des trésors publics. Il y a un peu de distance. Oui, et ça fait beaucoup de distance, et du coup on est obligé de faire une aide pour pouvoir permettre aux gens d'aller retirer. Oui, ça devient un peu compliqué. Ça devient très compliqué. Chèque d'accompagnement personnalisé, donc par l'intermédiaire du chèque, avec une régie d'avance cap donc, derrière. Secours en mandat remboursable, c'est très exceptionnel. En tout cas, nous, à Nevers, c'est en voie d'extinction. Espèces avec donc une régie d'avance, bien sûr. Les virements sur le compte bancaire du demandeur, ça reste exceptionnel également. Le mandat vers un tiers, donc pour l'énergie, le logement, c'est ce qu'on commence à atteindre des sommes qui sont un peu plus importantes, 150, 200, 300, 400 euros. On voit bien qu'effectivement, il est peut-être plus intéressant et plus rapide de virer directement la somme vers le tiers créancier. Et aide par des tiers partenaires, donc c'est aide alimentaire majoritairement. Là, c'est sur cette partie-là, c'est qu'on s'est adossé aussi le soutien et le travail donc, de plusieurs associations qui interviennent directement dans le cadre de l'alimentaire. Donc, l'intervention du CCS de Nevers se fait directement auprès de ces associations qui, à leur tour, accompagnent et continuent d'accompagner leur public. Et cette grande diversité, ce n'est pas juste le plaisir de la complexité, c'est qu'effectivement, selon les aides, ça correspond mieux, voire totalement, et certains modes d'attribution ne fonctionneraient pas avec d'autres aides. C'est vrai, quand on s'était entretenu avant cette conférence, vous m'avez parlé de cette combinaison, et effectivement, on verra après dans votre présentation. Moi, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée. Ouais, c'était modeste vis-à-vis de ça, mais je trouve que c'est vraiment... je pense que pour nos internautes, c'est un outil dont ils pourront servir, même s'il y a une part de subjectivité, mais c'est tout à votre honneur. Avantages, inconvénients, effectivement, sur chacun de ces modes. Et ce qui montre bien qu'il n'y a pas une solution, comme je disais tout à l'heure, un miracle et qui correspond pour tout, qui effectivement, et c'est cette fameuse combinaison, et qui parfois peut-être un peu complexe à gérer, mais qui est nécessaire pour s'adapter à tous les types d'aides, et derrière tous les types d'aides, à tous les publics auxquels vous êtes concernés. Exactement, c'est bien là tout l'intérêt de l'ingénierie du travail social. Oui. C'est que le travailleur social, l'agent d'accueil social, du fait qu'il connaît l'ensemble des dispositifs sur le territoire, département, CEPAM, CAF, etc., et nos propres dispositifs dans nos CCS, il peut être capable de combiner une réponse multiple, en tout cas, à un besoin, à une situation sociale compliquée, et ça peut prendre la forme de différents modes de versement d'une aide ou d'aide combinée. Et vous le disiez, alors c'est une production totalement personnelle, je l'assume complètement. Voilà, on pourrait dire que c'est du bon sens et que j'enfonce des portes ouvertes. Oui, mais c'est bien de le dire quand même. Chaque mode d'attribution, chaque mode de versement d'une aide a ses avantages, ses inconvénients. Et ce tableau que j'ai produit pour aujourd'hui, bon, voilà, je le pose là et chacun en fait ce qu'il souhaite. Je n'ai pas de prétention à vouloir dire que c'est l'alpha et l'oméga et que c'est une religion à imposer. Il me semble en tout cas que ça correspond à une réalité de pratique quotidienne du terrain que j'ai pu connaître aussi, puisque j'ai été au point d'être responsable de CCS et en même temps régisseur. Bon, voilà, chaque mode d'attribution a ses propres avantages et ses propres inconvénients, et on se rend bien compte que un mode d'attribution ne correspond pas toujours soit à la personnalité, soit à la façon dont l'aide est attribuée, soit au mode d'accompagnement qu'on va choisir ou que le travailleur social va pouvoir mettre en place. Et on se rend bien compte que parfois, selon les types de dépenses auxquels il faut faire face, on se dit peut-être qu'il vaut mieux choisir ce mode-là d'abord. Ça permettra à la personne de libérer un petit peu plus d'espèces disponibles ou de budget disponible pour être autonome sur une autre dimension, parce que pour nous, c'est plus facile d'intervenir comme ça, et que ça permet surtout de ne pas éteindre d'autres possibilités d'intervention derrière. Parce que dans la majorité des cas d'intervention, il y a quand même un nombre une fréquence maximum par an d'attribution des aides, parce que c'est normal, il faut aussi pouvoir fixer des bornes par rapport à ces dimensions. Mais voilà, je pose ça là, c'est quelque chose qui me paraît en tout cas éclairant. Beaucoup de mes collègues diront oui, c'est évident. Bon, en même temps, voilà, elle a écrit. Après, il faut l'écrire, donc c'est intéressant malgré tout. Et puis pour ceux qui en sont plus éloignés, ça peut être utile. Bon, voilà, ça permet aussi de se dire
voilà, une aide, enfin en tout cas un mode de versement a ses avantages, l'autre a ses inconvénients. Parfois, on a aussi les inconvénients de ses atouts. Voilà, bon, sous cette forme-là, en tout cas, je trouve que c'est relativement bien présenté. Comme je vous avais dit au tout début de notre conférence, tous les documents de chaque présentation seront consultables. Comme en façon, on vous enverra un lien d'ici les prochains jours où vous pourrez revoir la webconf et également effectivement d'accéder aux documents de façon complète. Effectivement, je serais bien revenu à un moment, mais c'est vrai que le temps avance, donc ça, on va en parler également avec Chantal Brun sur ces différents modes d'attribution. On l'a évoqué rapidement sur le chèque, parce que c'est un mode finalement qui est plus récent, hein, le chèque d'accompagnement personnalisé. Vous le listez dans votre tableau avec avantages et inconvénients. Donc, pour moi, la formidable transition pour donner la parole à Chantal Brun, qui est effectivement directrice territoriale Voironnais Chartreuse, donc dans le département de l'Isère. Donc, voilà votre présentation. Peut-être quelques mots, mais très rapides, parce que Nadia Benayed l'a fait tout à l'heure sur effectivement les différentes aides sociales obligatoires du département que gère le département. Et après, on rentrera peut-être dans le détail, puisque notre idée, c'est vraiment aussi vraiment le retour d'expérience un peu de l'évolution de la politique sociale dans votre département, et de le voir là, ça concerne plus des aides en matière d'enfance, avec justement le CAP qui est utilisé depuis 2 ans, ce qui est un recul suffisant pour déjà avoir quelques leçons et de voir concrètement qu'est-ce que ça a modifié un peu dans les politiques d'accompagnement, surtout de l'allocation en tant que telle. C'est ça. Peut-être rapidement revenir sur l'Isère. Alors, du coup, l'Isère est un département qui est organisé en 13 territoires. Et effectivement, notre politique, elle est bien pensée effectivement au niveau du département, mais elle doit être équitable sur l'ensemble du département. Donc, du coup, il faut que les 13 territoires déploient effectivement les politiques d'action sociale de la même manière, un peu ce qu'on disait sur les CCAS, de la même manière sur un territoire. Tout en s'adaptant au territoire en question, voilà, ses spécificités. Voilà. Et on peut plus parler d'ailleurs de développement social que l'attribution des aides et plus d'accompagnement. Voilà. Qui est une notion plus large qu'effectivement l'affiliation sociale. Voilà. Donc, rapidement sur nos politiques publiques, un rapide panorama, des choses qui ont déjà été abordées et par Madame Benayed et par Monsieur Auro, c'est-à-dire qu'en fait, on gère effectivement le revenu de solidarité active. Dans un département d'un peu plus d'1 million d'habitants, c'est de nombreux allocataires, c'est une masse budgétaire très très importante. Le Fonds Solidarité Logement, il a en lien effectivement avec nos partenaires que sont les CCAS, puisque les CCAS contribuent, et la métropole maintenant grenobloise également, contribue à ce travail d'instruction et d'attribution. Et puis les fonds d'aide aux jeunes, là effectivement avec les CCAS, mais aussi avec une suricale, on en a parlé. On a aussi, je dirais, avec les CCAS, les mêmes partenaires. Et on ne peut pas oublier que ce sont des institutions complémentaires les unes les autres. Voilà. Donc, des aides financières. Sur le sujet, je ne sais pas si on aura le temps, mais de revenir Laurent Boireau, vous n'avez pas eu le temps de l'évoquer, mais effectivement, une structure de coordination, ce que vous avez appelé de la coordination financière entre départements et CCAS. Si on a le temps après, peut-être de revenir un instant dessus. Pour compléter ce que vous disiez à l'instant. Donc, avec un gros secteur de dépenses qui est la protection de l'enfance, et donc dans le cadre du règlement départemental des aides à l'enfance, il y a effectivement toutes les aides financières, très très connues dans les départements, comme allocation mensuelle ou secours d'urgence, donc on va y revenir tout à l'heure, mais effectivement un très gros morceau, je dirais, sur la protection de l'enfance et d'accompagnement des familles, et puis les aides individuelles, autour du RSA et autour de l'insertion par l'économique. Je parle du RSA, mais c'est également vrai pour les jeunes qui sont en matière d'insertion aussi, des fois, dans une grande précarité. On a vu tout à l'heure dans votre question que les jeunes n'étaient pas ceux qui étaient le plus. Il faudra peut-être qu'à terme, on se pose la question de comment les jeunes viennent à nous, que ce soit dans les communes, dans les intercommunalités ou dans les départements, puisqu'effectivement, on voit bien quand même que même s'ils se retrouvent dans les profils de personnes en difficulté, c'est pas forcément notre commerce, entre guillemets. Voilà. Alors que les besoins sont de plus en plus importants concernant ces populations. Les besoins sont très importants. Après, on a toutes les politiques autour d'autonomie, donc c'est vrai que Mme Benayed en a parlé.
Donc, en gros, tout ce qui est autour des personnes âgées, l'aide sociale à l'hébergement, l'aide personnalisée en établissement, et puis toutes les aides à domicile sur les questions de dépendance et de maintien à domicile, et puis sur les personnes handicapées, la PCH, aujourd'hui, soit en hébergement, soit les prestations à domicile. Ça, au niveau des départements, sur la taille des départements, c'est des secteurs de dépenses très conséquents. Voilà. Alors, du coup, on parlait effectivement des chaînes d'accompagnement. Oui. Donc, du coup, nous avons mis en place effectivement le chaîne d'accompagnement personnalisé fin 2016. On est grosso modo à 2 ans d'expérimentation sur l'ensemble des territoires, avec effectivement l'idée d'avoir affecter l'aide à la personne, au ménage, en fonction de ses besoins et au plus juste de ses besoins et de son évolution vers l'autonomie. Donc, on n'est pas du tout, effectivement, dans quelque chose qui est de l'ordre de la gestion des ressources, mais plutôt de comment on accompagne, puisqu'en fait, on est bien parti d'un budget qui reste le même. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit bien que plus on travaille finement sur les besoins de la personne, plus on travaille aussi à la faire grandir et à l'accompagner vers une autonomie et une responsabilisation, plus on s'aperçoit que des outils comme le chèque d'accompagnement sont bien adaptés. Ça n'empêche pas que les autres aides, les autres formes d'aide telles qu'elles existaient avant puissent encore être attribuées, mais ça devient presque des aides à la marge proportionnellement à ce qui est fait avec le chèque d'accompagnement. Vous me disiez tout à l'heure que ça permettait même d'améliorer l'accompagnement. Et justement, à quel niveau Alors, du coup, effectivement, à partir du moment où on est sur un accompagnement, ça permet, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure au niveau des CCAS, de regarder effectivement si tout ce qui est de l'ordre du dispositif de droit commun a bien été mis en place avec la personne, et pas qu'on vienne attribuer ou distribuer, mais plutôt attribuer une aide comme ça ponctuellement parce qu'il y a un manque de ressources, mais bien regarder si les personnes ont fait valoir leurs droits, si elles les connaissent, les accompagner dans ce sens-là, et puis effectivement vérifier avec les personnes sous une forme plus ou moins contractuelle à la manière dont ils vont pouvoir être aidés sur un temps soit très épisodique, soit sur un temps un peu plus long, pour effectivement pouvoir mettre en place une insertion, voire une réciprocité dans ce qu'ils vont vouloir comme projet de vie. Donc on est plutôt dans le projet à la personne et dans comment l'aide financière devient un outil d'accompagnement et plus du tout quelque chose qui va venir les amener à sortir la tête de l'eau et les laisser survivre. Voilà. Donc effectivement un plafonnement annuel des aides, alors à la fois des aides et puis une contrainte au niveau des ressources aussi. Mais ça, c'était le règlement départemental ASE, quel qu'il soit, dans tous les départements. Alors, avec plus ou moins, effectivement, ce que vous disiez, selon les départements, des aides possibles ou pas. Et puis, une vision aussi de ce qui est des aides données aux familles et ce qu'il faut mieux accompagner derrière, puisque on voit que pour certains, on va plutôt donner des aides qui viennent compléter. Donc là, on est plutôt sur l'hygiène et l'alimentation et voir effectivement comment on va faire améliorer la situation avec ces familles. Voilà. Et juste un point aussi, un maillage différent avec la direction des finances au niveau départemental, puisqu'en fait, on remaille avec les trésoreries locales sur l'attribution des aides. Voilà. Dans votre présentation, dans le bilan, il y a vous mettez trois points forts, et notamment vous parlez d'adhésion des familles et des travailleurs sociaux. Vous nous en dire un mot, notamment pour ces deux publics. Justement, les familles l'acceptent bien, il n'y a pas de... Alors, on se décale un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est plus la famille vient demander une aide, on donne une aide. On revient complètement sur l'évaluation de la situation, y compris quand on va renouveler l'aide si besoin. Donc, on est dans une évaluation et dans une discussion, je dirais, en tête-à-tête entre le professionnel et donc on modifie la pratique de distribution des aides et puis on modifie aussi le regard sur l'évaluation des situations. C'est-à-dire que si une prestation CAF n'est pas versée, on va aller chercher avec la famille la prestation CAF. Donc on revient complètement sur l'évaluation de la situation, donc avec une pratique très différente des professionnels
Et même si le secours peut être un levier à un moment donné pour faire évoluer la situation. Donc, et puis les usages des personnes aussi, hein, c'est-à-dire que du coup, elles ne viennent plus chercher un secours, elles viennent bien parler de leurs difficultés avant tout, et l'outil chef d'accompagnement. Une démarche vraiment différente. Voilà. Et sur les travailleurs sociaux, comment? Pareil, une pratique qui évolue complètement, puisqu'on regarde avec les autres institutions ce qu'on peut faire et comment effectivement les familles vont revenir chercher des droits qu'elles ont perdus ou pas, ou plus en cours. Je pense à la CAF, par exemple, les prestations CAF, mais ça peut être Pôle emploi, ça peut être le RSA. Voilà. Donc on revient sur est-ce que les gens bénéficient de leurs droits communs et on vient bien en complément de ce qui existe déjà. Donc vous parliez d'expérimentation. Expérimentation, a priori, soit on la prolonge, soit on l'arrête. Voilà, vous laissez encore un peu de temps. C'est une expérimentation de 3 ans. Alors là, après, c'est une décision politique. D'accord. Et ce sera l'évaluation globale qui dira la suite. Après, effectivement, on a d'autres leviers. Hein. Sur l'autonomie, on est dans une autre politique de tarification des services d'aide à domicile, le SAD, écrit sur le... Donc avec une généralisation, mais ça c'est la loi qui impose, des CPOM. Donc du coup, une tarification unique pour l'ensemble de nos partenaires, de nos prestataires, je dirais même, qui font de l'aide à domicile, du maintien à domicile, et effectivement un accompagnement totalement différent, puisqu'en fait, en simplifiant les modalités de gestion avec ces prestataires de services d'accompagnement à domicile, on peut effectivement avoir, là encore, une équité départementale. C'est toujours une vision départementale, le même service ou approximativement le même service, quel que soit qu'on habite au nord ou au sud du département, et effectivement qu'on puisse avoir la même prestation, enfin que l'usager ait la même prestation au bout du compte, quels que soient les professionnels. Voilà. Donc c'est la politique sur l'autonomie, c'est une autre façon aussi de penser l'aide sociale aux personnes, même si là on s'adresse aux services à domicile. Et puis un dernier dispositif pour en nommer que 3. De façon courte, si c'est possible, parce qu'on ait le temps un peu de prendre les questions des internautes. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on modifie un peu les pratiques et des usagers des services du département et des praticiens que sont les professionnels de l'action sociale. On met la réciprocité dans nos échanges entre l'usager et nous. Et effectivement, la réciprocité a été testée sur les contrats d'engagement réciproque du RSA. Et demain, effectivement, c'est une expérimentation qui va... Là, on a 3 territoires qui l'ont testé, ça marche bien. C'est-à-dire qu'on a l'allocation RSA et dans le contrat d'engagement réciproque, la personne, c'est encore une façon de voir quelle autonomie on peut lui donner et comment elle peut se relever de ses difficultés, peut s'engager dans une forme de réciprocité. Voilà, c'est trois contextes différents, trois prestations différentes, mais on est bien sur l'aide sociale. Merci à vous. Désolé de vous avoir laissé un peu moins de temps, mais c'est vrai que c'est un peu la course contre la montre. Donc, notre seconde question sondage, donc je vous la formule. Pour quel motif utilisez-vous les chèques d'accompagnement personnalisé? 2 possibilités: pour répondre à des situations d'urgence et pour répondre à des problématiques récurrentes. Donc, voilà. Donc, il nous reste peu de temps, mais je vais prendre quand même quelques questions qu'on a pu avoir. Encore sur les chèques d'accompagnement personnalisé, c'est vrai que là, quand on les présente, on parle souvent d'une amélioration de la traçabilité des aides. Alors, apparemment, ce terme de traçabilité inquiète, froisse, je ne sais comment dire ça. Et la question est formulée de la façon suivante: cela veut-il dire que les aides sont mal utilisées, cette traçabilité? Laurent Ouareau. Alors, le mot traçabilité, effectivement, là aussi, nous semblait un peu connoté, puisque dans je dirais dans la philosophie du travailleur social et du travail social, on est quand même sur une base d'une relation de confiance avec la personne qui vient et qui sollicite éventuellement une aide et un accompagnement. L'aide étant un des volets de l'accompagnement, bien sûr. Bon, on est sur une relation de confiance, donc on ne part pas spontanément dans le principe qu'il faudrait tracer la distribution, tracer le chemin de ce qui a été octroyé. Bon, effectivement, on peut dire plutôt que c'est peut-être plus facile à gérer, peut-être plus facile à suivre ou à circulariser, pardon. Ça présente aussi effectivement certains avantages,
Mais sur la traçabilité, oui, je pense que le mot peut-être paraître un petit peu fort quand même. Voilà. Oui, Chantal Brun, je voulais vous poser la même question. Ouais. Moi, je ne crois pas que ça change la vision des professionnels dans ce cas-là. Je suis assez d'accord avec l'idée de confiance dans l'attribution. Après, le fait que ce soit traçable, ça permet juste que quand ils ne sont pas utilisés, on puisse les mieux gérer. C'est plus là, on est vraiment dans de la petite gestion, mais je ne pense pas que ça change véritablement la philosophie de l'aide à la personne. Donc, ne donnons pas plus de sens que ça, ce terme, même s'il peut un petit peu chiffonner, je ne sais comment dire, mais juste répondre à... la réponse a été donnée, mais vous donnez les résultats de notre petit sondage. Donc, pour répondre à des situations d'urgence, bon, loin en tête, 84% des réponses, et pour répondre à des problématiques récurrentes, 16% des réponses. C'est un peu normal, parce que pour les problématiques récurrentes, on va trouver sans doute à un moment donné un dispositif qui va répondre mieux. C'est un peu comme tout à l'heure dans la première question, même si je reconnais qu'elle était un peu basique. Donc, on se doutait des résultats. C'est peut-être, est-ce que c'est pas l'ampleur quand même? Est-ce que vous pensiez que ce serait dans cet ordre-là, ou ça vous paraît logique? Non, c'est plus logique. Ouais. La situation d'urgence, alors pour le département, je maîtrise moins, donc je laisserai mes collègues répondre, mais pour le CCS, quand quelqu'un vient nous voir en disant l'eau est coupée ou l'électricité est coupée, je peux plus me chauffer, on est en plein mois de décembre, ça ne peut pas attendre 15 jours ou 3 jours. Des fois, c'est dans la journée. J'ai faim, je n'ai pas à manger depuis 3 jours, je suis dans la rue, c'est tout de suite, c'est pas dans 3 jours. Donc voilà, sur les situations d'urgence, il est vrai qu'effectivement, le CAP a cet avantage de pouvoir répondre immédiatement. On a une régie d'avance directement sur l'accueil du CCS. Ça peut se régler, généralement, la solution, en tout cas, elle est trouvée dans le quart d'heure, les 20 minutes qui suivent. Voilà, et grosso modo, une demi-heure. Une aide en espèces à retirer au trésor public, c'est le lendemain au mieux. Parce qu'il faut faire le mandat d'abord en comptabilité, et ensuite, il faut que la personne se rende au trésor public, aux horaires d'ouverture du trésor public, et en faisant l'attente qu'il faut. Enfin, voilà. Bon. C'est pour ça que je disais, en fonction du besoin, en fonction de la réponse qu'il faut apporter, il y a une combinaison ou des choix de modes de versement qui vont être effectivement différents parce qu'ils ont chacun leur avantage, chacun leur problème. Peut-être. Nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est bien sûr. Mais la notion de rapidité est importante aussi. Excusez-moi de vous interrompre. Selon la nature du besoin, oui. Voilà, il faut être clair. On est dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on répond à l'urgence, mais en même temps, la première aide sur le besoin d'urgence, elle est aussi la mise en relation avec un public qu'on va suivre peut-être sur une plus longue durée. Et c'est parfois un levier à la communication avec les personnes en très grande difficulté. Une autre question, alors j'espère ne pas avoir été trop anxiogène au début quand je parlais de ces contraintes financières durables, fortes. Parce qu'une question, c'est de dire, est-ce que justement ce contexte ne risque-t-il pas de conduire à la réduction des aides sociales, et notamment avec des critères plus restrictifs dans les aides attribuées par les CCS? Donc ça s'adresse plus à vous. C'est un débat relativement de fond, relativement éternel, on peut dire ça comme ça, puisque là, on va avoir une confrontation entre une dimension de dignité, une dimension humaine, c'est-à-dire qu'on doit secours, et c'est ce que disait Maître Bened dans son propos liminaire, la commune doit secours à toute personne en difficulté, et donc ça vient télescoper la dimension financière. Bon, après, voilà, il ne faut pas non plus se leurrer. Les maires présidents de CCS sont confrontés aux difficultés de contraintes budgétaires, mais ce n'est pas pour autant, et je ne connais aucun de mes collègues qui est capable de présenter et de proposer à son conseil d'administration de réduire ou de trouver les moyens de réduire l'attribution de prestations sociales ou d'aides sociales au sein de son CCS, du moins dans l'aide sociale facultative, en disant bon bah oui, ça va forcément mettre des gens sur le bord du chemin ou des gens qui pourront être moins aidés. C'est parce que ça ne sert à rien. Enfin, voilà, faut être clair, on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, nous, au sein de la classe, il n'y a pas de débat sur cette question-là. On se débrouillera toujours, on cherchera d'autres économies ou d'autres leviers d'économie sur d'autres champs d'intervention, mais pas sur l'enveloppe qui est allouée à l'aide sociale facultative. Ça n'a pas de sens. À notre sens, à nous, ça n'a pas de sens. Donc, même si la question vous était plus particulièrement adressée, mais je la pose quand même à Chantal Brun, parce que la problématique est la même, et vous l'avez évoqué d'une certaine façon tout à l'heure, quand vous avez dit un peu ce changement de mode d'attribution, de dire mais à budget constant.
Donc, de dire c'était pas un premier pas pour faire une Il n'y avait aucune volonté réduction. politique, c'était juste, effectivement, voir en termes d'expérimentation comment on pouvait faire évoluer à la fois les pratiques professionnelles et aussi cette pratique de guichet, parce que, bon, faut pas qu'on se leurre non plus, on a eu pendant de nombreuses décennies une pratique de guichet pour aider les familles, donc il fallait faire évoluer le tout. Alors, bien sûr, toujours dans des contextes de contraintes budgétaires, mais ça c'est vrai pour toutes les collectivités, mais c'était juste pas l'idée de départ. L'idée c'était de répondre aux besoins des personnes de la manière la plus fiable possible, la plus juste possible, et qu'on soit bien équitable d'une personne à l'autre, d'un secteur à l'autre et d'un besoin à un autre. Voilà. Donc on était vraiment dans quelque chose de évolution des pratiques des usagers. Là, je le redis parce que c'était vraiment important qu'eux aussi puissent évoluer vers quelque chose de plus autonome, et de nos professionnels pour qu'on change aussi un peu nos leviers. Pour compléter le propos, on parle aussi pas des mêmes masses. Pour tous nos départements, et on parle de l'APA ou de ce type d'enveloppe-là ou de la prestation de handicap, on est sur des centaines de millions, genre des dizaines ou des centaines de millions. Au CCS, dans un CCS comme Nevers, on est sur notre strate, on est entre 90 et 120 000 euros par an, ce qui représente un budget finalement relativement réduit par rapport, en comparaison au budget de fonctionnement global du CCS par rapport à la diversité de ses champs d'intervention. Voilà, donc nous, 5 ou 10 000 euros, c'est toujours important, bien sûr, mais 5, 10 ou 15 000 euros, c'est tout de suite peut-être plus facilement gérable et on peut plus facilement s'adapter que pour un département. Quand on modifie 1, 2 ou 3 euros sur une allocation qui est versée à 10, 15, 20, 30, 50 000 personnes, ça part très vite. Et effectivement, on peut aussi entendre ça, bien sûr, parfaitement. Je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête, on est au bout de l'heure. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce qu'on a encore eu plein de choses à se dire. Désolé aussi auprès des internautes qu'à quelques questions, on n'a pas pu les prendre, mais on reviendra, on fera une webconf sur le sujet. Un grand merci à vous trois. Et juste une toute dernière chose avant de vous quitter, va venir une enquête de satisfaction, donc je demande à chacun de la remplir. Le but, c'est de vous servir au mieux, si je puis dire, et tant qu'on peut s'améliorer, on le fera. Encore grand merci à vous trois et j'espère à très bientôt.